Oui, bonsoir coach. Bonsoir. Et bonsoir. Oui, moi c'est Pongo Lucas du Martin. Il nous a été demandé de faire un travail, un portfolio. Et puis la maquette a été donnée avant-hier, hier je crois, hier soir, et pour pouvoir réaliser ce travail-là partant des notions de base qui ont été données hier soir. Alors, je crois bien que je pourrais présenter ce que j'ai pu à faire. D'accord. Comme ça, vous pouvez nous présenter votre écran. Oui, je suis en train de le faire. Est-ce que vous arrivez à percevoir? Oui. Est-ce que vous pouvez scroller parce que le haut là, ça ne se voit pas. Oui, oui, c'est ça que je voulais résoudre en fait. Ok. Voilà, moi, les travaux réalisés Mhm. partant de la matrice. En tout cas, coup de chapeau. C'est vraiment pour moi, c'est du très bon boulot par rapport au peu qu'on vous a appris. Et je pense que vous avez encore pris le temps de suivre quelques cours aussi par rapport aux liens qu'on a envoyés, voire même d'autres Oui, ressources. Moi, en tout cas, ça m'épate au fait. Ça m'épate. Comme ça, au moins, ça me donnerait envie, s'il s'agit même de continuer de vous aider autrement pour améliorer tout ce que vous apprenez. Au fait, j'aurais de la volonté, ça vous rien demander. Même si je ne fais pas des choses gratuitement. Mais voir ces genres de volonté, moi personnellement, coup de chapeau, je soutiens. merci. Mhm, Merci vraiment, coach. Merci. mhm. Vraiment, vraiment, ça me fait du bien. Bravo vraiment Oui. pour ce que vous avez fait. Il y a Rabin. Merci, merci, coach. Et On est non, vraiment Rabin, attends, toujours. avant de venir vers toi, en tout cas, c'est super. Alors, Monsieur Pong, vous pouvez quand même nous partager aussi l'écran de code, comme ça vous nous expliquez comment est-ce que vous avez fait pour réaliser votre portfolio. Ok. Mm. Oui, j'espère que vous arrivez à percevoir. Oui, oui, moi je vois très bien. Je pense que pour les autres aussi, hein. Ok.
Ok, voilà le corps du code qui a été présenté tout à l'heure. Synthèse, je cherche comment scroller ça. Pour scroller, ouais. C'est à droite. Vous pouvez, ouais, ok. Ce que je voulais aussi. Ouais, voilà au moins le contenu de la page. Comme il a été expliqué hier, le HTML en soi, c'est un langage de balisage. Il nous permet de structurer la page web. Et plus tard, il y a du CSS qui vient pour styliser la page et ainsi de suite, le JavaScript et tout. Alors, jusqu'alors, comme nous sommes encore sur le HTML, il y a à savoir que le HTML n'est pas un langage de programmation. Il est là juste pour nous structurer la page et il est subdivisé en 3 grandes parties. Il est constitué d'abord du corps. Il y a le premier balise que nous voyons au-dessus là, les doctypes. Il détermine le type de version HTML, comme ici c'est le HTML5 que nous sommes en train d'utiliser. Il y a la balise HTML tout juste après, qui est fermée, qui constitue le corps même, le content de l'HTML en soi. Il y a la première partie, les heads. Les heads de l'anglais, c'est l'entête de la page. Et c'est la première partie de la page. Et cette page de l'entête contient certaines balises qui sont utilisées comme le métadonnées du site ou bien de la page. Nous avons le méta charset qui détermine le type d'encodage que nous sommes en train d'utiliser sur cette page. Il y a aussi le métadonnées, le métaname, viewport, content. Ça, ce sont le métadonnées qui viennent par défaut quand nous utilisons le boiler template. Il y a aussi les titles. Les titles, c'est les titres en français. Voilà, je vais nommer ça My Portfolio. Voilà ce qui constitue la première partie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Très, très bien. Merci. Et la seconde partie, c'est les body. Les body, en français, et le corps, c'est tout ce qui contient le contenu même de la page. Donc, c'est dans cette bloc ici que nous allons mettre tout ce qui est contenu de la page. Alors, dans les body, vous avez vu, j'ai structuré, j'ai utilisé la balise sémantique. Parce que hier, on nous a parlé des types de balises. Il y a les balises sémantiques, il y a les balises génériques et les balises qui nous permettent d'utiliser les éléments. Alors sur C, nous avons le header qui fait partir des balises sémantiques. Il est là juste pour nous structurer la partie de l'avant-partie du body, si je peux dire. Alors sur C, il y a la balise nav que j'ai utilisée pour parler de la navigation que vous avez vu il n'y a pas longtemps. Alors sur cette balise, dans la balise nav, elle m'a permis juste de structurer le bloc d'entête de la navigation. Et sur C, j'ai utilisé la balise UL de l'anglais Unordered List, qui veut parler des listes non ordonnées. Alors cette liste contient les items. Les items, ce sont les balises qui sont contenues dans la balise UL pour nous permettre de faire ou soit de créer la barre de navigation. Alors, sur chaque liste, chaque balise IL, il y a la balise A. La balise A, comme nous le savons, elle nous permet de créer les liens sur le page. Et cette balise ne peut être en action que si l'utilisage de
l'attribut href est utilisé. On nous a aussi parlé hier de l'importance des attributs dans les balises HTML. Donc, l'attribut href qu'on voit là nous a permis de faire les liens. Et là, vous voyez, entre l'entrecôte, il y a les home, Dutch, HTML, il y a les about. Là, ça signifie l'accueil, à propos, contact, project, pour parler des projets créés, ainsi de suite. Voilà, et là, vous avez vu sur l'entête l'image des LinkedIn, de Facebook et autres. C'est à partir de cette balise IL, au moyen de la balise A, que j'ai pu faire les liens de ces images qu'il y a sur l'entête. Et j'ai pu appliquer aussi certaines propriétés pour pouvoir le mettre en ligne et les aligner à gauche, au-dessus, comme à droite plutôt, au-dessus comme vous avez remarqué. Voilà un peu ce qui est de l'entête. Quelques minutes, je vais scroller pour parler du body. Voilà. Et à part le header, il y a une autre balise que j'ai utilisée, c'est le main. Le main, en français, c'est la partie principale. Ça signifie principale. Et dans cette partie, c'est la partie qui contient tout ce qui est contenu sur la page. Là, vous avez vu ma photo et tout le contenu, les divs, le tout est contenu dans cette balise main. Et dans la première partie de la balise main, vous avez vu à côté, je me suis présenté, j'ai écrit My name is Pongomikadi Martin et tout. Et c'est dans le div, dans le premier bloc div que vous voyez là, tout juste après la balise ouvrante main. Et dans cette balise div, j'ai utilisé la balise P qui nous permet bien sûr d'écrire du texte ou du paragraphe. J'ai écrit les I, soit hello, avec l'emoji que vous avez vu là. J'ai utilisé la balise strong pour pouvoir mettre en gras, ou soit pour donner de l'importance au texte que j'ai utilisé. Et puis, le software engineer, comme juste un peu de description, comme ça a été sur la maquette. Et voilà. Il y a le lien de la photo que vous avez vue à côté là. J'ai placé cette photo-là à partir de ces liens-là que j'ai mis. Et puis, c'est la photo qui est contenue, qui contient, vous avez vu ici, j'ai mis sur la balise P à côté, il y a le IMG, à travers l'attribut source. Source, c'est une attribut qui est utilisée dans la balise IMG. IMG, c'est la balise qui est utilisée à tout moment qu'on veut intégrer la photo, soit une image. C'est ça même, l'abréviation même. Et j'ai nommé ma photo là goodness.jpg. Donc là, c'est l'extension que j'ai utilisée. Voilà un peu. J'ai utilisé aussi l'attribut width qui me permet de donner la taille de ma photo parce que déjà quand elle est posée sur la page, elle vient avec sa taille par défaut, d'où il faut utiliser cette balise width qui parle de largeur en français pour pouvoir l'ajuster à la taille désirée. Ça, c'est ce qui concerne le premier div qui contient ce que j'ai écrit à ma photo. Il y a une deuxième balise sémantique que j'ai utilisée, c'est la balise section que vous avez vu juste là. Je vais essayer de scroller. OK. Il y a la balise section que j'ai utilisée. La balise section étant l'une des principales balises qui nous permet de structurer la page, de structurer surtout les contenus de la page. Je l'ai utilisée ici. Donc, à l'intérieur de la balise main, qui est le container général, j'ai utilisé la section, la balise section. Je l'ai même créé, j'ai créé une classe là, j'ai appelé ça classe techno. Donc c'est ici où j'ai pu maintenant présenter les technologies.
utiliser sur cette page ici. Donc, à l'intérieur de la balise section, j'ai utilisé la balise article. Article, c'est aussi une autre balise sémantique qui permet de structurer ou soit d'ordonner les contenus de la page. J'ai créé une classe là pour ne pas pour ne pas faire de la confusion. J'ai nommé ça liste technologie. Mais plus tard, cette classe va nous permettre de styliser la page au moment où nous allons aborder le CSS et consorts. Mais je l'ai d'abord fait comme ça pour que ça me permette de distinctions sur la page. Alors, dans la balise article, qu'est-ce que je fais? J'ai créé une table. J'ai créé une table parce que voulant utiliser le CSS en soi, bien sûr, il y a beaucoup de balises. Alors, des fois, pour permettre de mettre les données ensemble selon les designs voulus, ça fait un peu de complications. Alors, pour aboutir à la solution, parce que je me suis dit, je vais utiliser au moins n'importe quelle façon de faire, mais pourvu que j'atteigne l'objectif. Alors, voilà un peu, j'ai utilisé la table. Et dans la partie T-body de la table, parce qu'il est censé savoir que chaque table, il y a aussi des contenus. Il y a T-head qui constitue la tête de la table, mais ici, ce qui m'a beaucoup plus intéressé, c'est le T-body, parce que c'est là que je devais mettre les contenus. Alors, la balise TR que nous voyons là permet de signaler la ligne. Ça, c'est la première ligne de notre tableau. Et dans la première ligne du tableau, il y a la balise TD. La balise TD lui permet de définir la zone ou bien la cellule dans cette ligne-là. Et dans la première ligne, dans la première cellule de la première ligne, j'ai mis la balise IMG. La balise IMG précédée de son article, suivi de l'article source. La source me permet de donner le chemin où je pris cette image que j'ai postée ici. Cela est contenu dans le dossier IMG et j'ai enfin donné, après les slash, j'ai donné le nom de mon image avec son extension. Et l'attribut alt qui permet de donner un nom par défaut pour pouvoir donner plus de précision au cas où l'image ne serait pas affichée. Et à la fin, j'ai donné aussi, j'ai déterminé la taille et quoi la largeur, ce qui est de 50 pixels, pour pouvoir ajuster l'image à la taille de la cellule. Pour ne pas me répéter, c'est ce que je fais dans les cellules qui suivent. Voilà, c'est ce que je fais jusque-là. Il y a la deuxième ligne, TR. J'ai encore déterminé les cellules, j'ai encore mis les images. Donc, c'est dans cette bloc ici que vous avez vu les images où il y a les images de technologies. Il y a l'HTML, les CSS, les JavaScript, les Bootstrap, les images de toutes ces technologies que j'ai placées sur la page. C'est à ce niveau ici, dans cette bloc, que j'ai eu à mettre cela pour que cela soit représenté comme vous avez vu sur la page. Je vais essayer de scroller. Voilà, je crois que nous avons fini avec cette bloc-là. Et à ce niveau, j'ai encore créé une autre balise article. J'ai créé une autre balise article. Pourquoi j'ai créé cette balise article à ce niveau ici? Je vais m'expliquer. Là, c'est déjà la deuxième partie de notre section. Alors, vous voyez que à chaque niveau, je me retrouve facilement parce que j'ai structuré ces contenus-là à partir de ces balises-là. C'est ce qui me permet de les différencier de cette façon. Alors, la deuxième partie de notre page, le titre, c'était le project. C'est là qu'on devait représenter le projet sous forme de petits tableaux comme vous avez vu là. Et à ce niveau, qu'est-ce que je fais? J'ai utilisé d'abord le H3. Le H3 qui est utilisé comme la balise des titres. Déjà, au-dessus, j'avais déjà utilisé les H1 et les H2.
Raison pour laquelle là, j'ai utilisé le H3. J'ai écrit projects en anglais au pluriel et je l'ai mis dans les strong pour qu'il soit en valeur, en fait, qu'il soit gras à ce niveau-là. Et j'ai utilisé aussi la balise P. Pourquoi j'ai utilisé la balise P? Parce que je devais au moins écrire du texte. Les textes que vous avez vus, j'ai écrit là, have a look, these are things project have created so far. Donc pour parler des petites choses que j'ai créées il y a longtemps, il y a un moment, juste pour illustrer l'idée du projet. Alors, juste en bas, j'ai encore créé une table, j'ai encore créé une balise table. Pourquoi je suis parvenu à faire ça, comme je vous le disais, comme vous le savez, dans le domaine où nous sommes tous en train d'être en voyage, ce qui est important, c'est de trouver une solution. Donc, j'étais vraiment touché à trouver une solution, quels que soient les outils avec lesquels je pouvais mettre en exécution. Alors, j'ai encore utilisé un tableau à ce niveau ici. Et dans la première ligne du tableau, j'ai utilisé un div. Parce que les contenus que vous avez vus sur la page, sur la maquette là, c'est le div qui permet de représenter ça en bloc. Alors, la balise div, il est à savoir que c'est une balise qui nous permet de mettre en bloc, ou soit, oui, de mettre le contenu en bloc. Comme ça a été signalé, c'est une balise bloc. Alors, elle prend toute la largeur de la page. Alors, comment je suis arrivé à scinder cela en 3 blocs, comme vous avez vu de vous-même, et puis j'ai essayé de mettre une image au-dessus et du texte en bas. C'est à ce niveau ici que j'ai fait cela. Alors, comment je suis parvenu à arriver? J'ai créé les divs. Les divs est contenu dans la cellule de la première ligne de ma table. Alors, dans cette cellule-là, il y a un div, et dans ce div-là, j'ai mis la balise IMG. C'est là que j'ai mis la première image. J'ai nommé ça Project Zero Dodge PNG. C'est comme ça que j'ai nommé ça. J'ai téléchargé ça à partir de la maquette. J'ai nommé ça de ma façon et j'ai mis ça à partir de cette balise IMG. Les autres ont réclamé. Nous allons gagner du temps pour avancer. Je vous partage mon écran. Nous allons partir sur ces portfolios. On va ensemble essayer de réaliser ces portfolios du début jusqu'à la fin. Même si on n'arrive pas à la fin, ce que moi je veux faire, c'est quoi? C'est que je veux vous donner vraiment beaucoup d'éléments nécessaires pour vous aider sûrement à continuer aussi la suite. Ok. Donc voilà, nous avons notre portfolio. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, au lieu que je vous apprenne, genre les CSS, c'est quoi, je vous apprenne des éléments, je préfère qu'on les fasse par la pratique. En tout cas, ça va vous aider vraiment à bien comprendre les choses par la pratique directement. Et je vais expliquer élément par élément. Ok, ça c'est qui encore qui veut participer. Ok. Alors, ceux qui sont devant leurs ordinateurs, je préférerais que vous lancez déjà votre éditeur. On s'était dit qu'on va tous utiliser Visual Studio Code. Vous continuez à voir mon écran? Ah, j'avais juste partagé. D'autre côté, je vais partager mon écran général. Ok, partagez tout entier. Voilà. Vous voyez mon écran? Réagissez, emoji, un truc du genre. Super. Alors, là, j'ai lancé mon éditeur. Alors, ce que je veux faire, je veux rentrer
je vais rentrer. Paf, paf, paf. D'accord. Je rentre dans le dossier où il y a le projet. Bon, nous, on avait utilisé ça, ce qui était avec nous. Ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais créer un autre dossier. Je vais appeler ça portfolio. En tout cas, pour créer les dossiers, je pense que c'est pas quelque chose que je dois vous montrer, hein. Ok. Là où vous mettez les projets de ce qu'on est en train d'apprendre là, nous allons créer un dossier qu'on appelle portfolio. Alors, ce qu'on va faire, c'est venir ici sur Fichier, nouvelle fenêtre. Je vais fermer l'autre ici. D'accord. On rentre sur Fichier, ouvrir les dossiers. Nous partons chercher le dossier de notre projet. Ok, parfait. Notre projet est là. Alors, comme on vous avait expliqué, notre page d'accueil va toujours s'appeler index.html. Nous avons notre fichier de notre page pour notre portfolio. Nous rentrons dans la maquette. Lorsque vous êtes en train d'intégrer une maquette ou peut-être de développer ou créer un site ou une application, si vous avez déjà un visuel, genre une maquette et tout, le truc à faire, c'est d'abord de bien regarder les différents éléments. Commencez par diviser. Quand je parle de diviser, c'est dans votre tête, hein. Vous regardez, vous comprenez déjà que non. Dans la maquette, il a une barre de navigation. Il a cette partie ici. Ça fait partie de header. En soi, tout ça, ça fait partie de header parce que c'est le haut de la page. Nous avons un bloc qui contient les technologies, My Tech Stack. Nous avons un autre bloc qui va contenir le projet. Alors, ces genres de blocs ici, c'est ce qu'on appelle des sections. Parce que si vous regardez très bien, nous voyons que tout ça, ça nous représente une section qui contient des éléments. Ça aussi, ça nous représente une section. Et nous avons un autre bloc en bas. Le bloc en bas ici, c'est ce qu'on appelle le footer. Alors, s'il faut vous expliquer ça sur cette page ici, ce que nous avons ici, là, toute cette partie ici, donc de là jusqu'ici, c'est le header. Le header. Là, au-dessus, nous avons les autres, pourront appeler ça le menu, mais on appelle ça la barre de navigation. Le menu, la barre de navigation. Et ici, cette partie ici, dans notre header, ça s'appelle les héros. Hein, c'est héros. Bon, ça, ce sont des langages un peu beaucoup plus sur base de la sémantique d'une page. Cette partie ici, ça s'appelle les héros. Donc, la partie héros. Et nous avons notre image qui est là. Alors, si je rentre, je pense que tout le monde comprend et connaît déjà la structure d'une page HTML. On n'a pas besoin de réexpliquer. Peut-être pour les personnes dont c'est leur première séance, c'est ce que vous devez savoir. Une page HTML, c'est un document. Comme M. Pong nous l'avait expliqué au début, les doctypes ici, ça spécifie la version. Bon, oui, la version de HTML aussi, les types de documents, parce que on pouvait mettre XML ici aussi, parce que le XML est parfaitement comme du HTML. Mais ça spécifie aussi la version. Pourquoi? Parce que auparavant, avant la version 5 de HTML, il y avait d'autres versions, on mettait des trucs un peu bizarres ici, il faudrait spécifier la version, ainsi de suite. Donc, retenez que ça nous indique tout simplement que nous sommes à la version 5 de HTML. Là, nous ouvrons la balise HTML. Donc, comme on l'a dit, le HTML, c'est un langage à balisage. Donc, les éléments que nous allons créer, nous allons utiliser le balise pour les créer. Les balises, donc, c'est ce qu'on appelle le code.
Donc, si on part sur d'autres langages, vous allez voir, par exemple, JavaScript, il a aussi sa syntaxe pour écrire le code. Donc, en HTML, bien sûr, ce n'est pas un langage de programmation, mais il y a du code. Tout ça, c'est du code. C'est un langage à balisage. Ça fait partie de la programmation. OK. Donc là, les balises, au fait, je vais tout simplement réexpliquer un tout petit peu rapidement pour ceux qui n'étaient pas là. C'est que nous avons des balises de type bloc. Nous avons des balises paires et des balises impaires. Les balises paires, c'est comme vous entendez, hein, paire de chaussures, ça veut dire qu'il y a gauche et droite. Donc, nous avons des balises qui demandent la balise d'ouverture et la balise de fermeture. C'est tout simplement pour indiquer que les contenus des body vont commencer donc juste après là, et puis ça va se fermer ici. Tout ce qui va se placer ici, ce sont des éléments qui sont contenus dans notre body. C'est ce qui fera que lorsque vous aurez d'autres balises, si vous voulez placer des éléments, vous allez, peut-être si je prends l'exemple prénom, nous prenons ces blocs ici tout simplement. Il contient l'image, il contient un petit titre ici, une description et d'autres éléments. Tout ça, ce sont des éléments. Alors, tous ces éléments-là sont contenus dans ces blocs-là. Donc, pour spécifier aussi, dire au navigateur, parce que l'application qui interprète le HTML, c'est les navigateurs. Pour dire au navigateur que j'aimerais placer les éléments de ces blocs ici dans ma div. Donc, tous ces éléments-là, vous allez les placer à l'intérieur ici. Donc, c'est pour ça que c'est appelé des types pairs parce qu'il y a balise d'ouverture et fermeture. Il y a des balises de type impair. Et il y a des balises impaires plutôt. Donc, ce sont des balises qui n'ont pas des balises de fermeture. Par exemple, si vous regardez Meta là, est-ce qu'il y a quelque chose qui ferme ça? Non. Donc, il y a Meta par exemple qui est là. Il y a aussi la balise IMG qui nous permet d'insérer une image. Il n'y a pas de balise de fermeture. Donc, c'est un peu ça. Alors, pour dire que nous commençons les débuts de notre document HTML, il faut commencer par la balise HTML. Ça, c'est un attribut. Une balise contient des attributs. Vous voyez? Donc, si je peux réexpliquer encore, une balise, c'est un peu comme un élément qui explique quelque chose. Si je dis que je vais créer une balise livre, on sait que quand on a un livre a un auteur. Donc, si vous voulez spécifier, donc ce sont des attributs d'un livre. Donc, si vous voulez ajouter l'attribut des livres, il faut mettre auteur, par exemple, je vais dire don. À une date, donc je vais rajouter l'attribut et je mets la valeur. Donc, à chaque fois que vous voulez rajouter un attribut dans une balise, il faut mettre le nom de l'attribut égal, donc les entrecôtes, les guillemets, et puis vous mettez la valeur. Donc, vous comprendrez au fur et à mesure l'importance des attributs. C'est pour cela, ici, qu'est-ce qu'on dit? On spécifie la langue à laquelle nous écrivons notre document. La langue, qu'est-ce que je dis là? Au fait, les contenus, vous voyez le texte, tout ça. Lorsque vous entrez dans un site, je ne sais pas si il y aura quelque chose qui va me proposer une traduction ici. Je pars par exemple dans Code Academy. Je vais entrer. Moi, et c'est pas ça, c'est pas le site de Code Academy. Moi, j'aime expliquer avec des exemples directs, hein, parce que ça vous aidera à comprendre. Ok. Vous voyez, le site ici est en anglais. Si je fais l'inspection, ou soit j'affiche le code de la page, c'est codé avec une techno qui compresse tout. J'ai fait inspection. Vous voyez ici, langue, ils ont mis EN. C'est pour dire que, c'est pour spécifier, dire au navigateur que le contenu de cette page ici est écrit en anglais. Vous voyez, c'est écrit en anglais. C'est ce qui aide les moteurs de recherche à comprendre et aussi, par exemple, des trucs de traduction. Par exemple, il y a une extension de traduction de Google. Là, si je vais traduire cette page, donc vous voyez, il me dit translate to français. C'est parce qu'il sait que quand je vais traduire quelque chose, je comprends le français, je traduis en français. Donc, il a compris que le site est en anglais. Parce que même si les textes ici étaient en anglais, mais ici,
on avait mis FR, bon, il allait comme pour lui, la page est en français. Donc c'est un peu ça, vous devez retenir ça. Là, on spécifie la langue du contenu de la page. Ici, on a le header. Le header, en tout cas, ça nous permet de spécifier beaucoup d'éléments qui identifient la page. Par exemple, le titre et le title ici, c'est ce qu'on voit là. Learn how to code. Si j'étais dans quelque chose, dans un autre navigateur, parce que apparemment mon navigateur P vous semble pas familier. Si je viens par exemple ici, vous voyez, ça c'est le title. C'est ça son importance. Donc je rentre là. Ok, là le body. Le body, les balises qui se trouvent dans Head, ce sont des balises qui impactent votre site, mais vous n'allez pas voir le contenu. Donc tout ce qu'on voit ici, les textes, les images, ce sont des éléments qu'on place dans le body. Donc parfait. On avance. Alors, comme on l'a dit, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que nous allons créer notre portfolio. Alors, comme je vous ai dit, on a déjà compris que notre page qu'on va réaliser a trois grandes parties. On a le header, on a le main, comme l'avait expliqué notre frère Pongo. Le main, au fait, après le header, on a le main. Tous les contenus qui viennent après le header, mais avant le footer. On les place comme ça. Pourquoi on utilise ces balises-là? C'est tout simplement pour respecter la sémantique. La sémantique, c'est important pour optimiser les référencements de votre site internet. Donc, voilà. Alors, comme on a compris ça, on sait que dans les headers, on a le navbar. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons commencer par faire le header. On fait le header. On rentre, on regarde. Ok, après le header, on a quoi? Dans les headers, d'abord, parce que nous sommes à l'intérieur des headers, on a la navbar. Ok, on va utiliser la balise nav pour respecter la sémantique. Mais vous allez vous rendre compte que d'autres personnes, bon, ils sont, excusez-moi le terme, parfois je suis un peu grossier, ils s'en battent les couilles de suivre par exemple les histoires des headers ici. Moi personnellement, je suis pas ça parfois. Parce que souvent on utilise div, hein. Vous allez voir partout on utilise div. Parce qu'on sait qu'on va réajuster les choses avec le CSS et ainsi de suite. On va essayer de suivre ça vu que vous êtes débutant et tout. Voilà, on respecte la règle. Parfois on casse un peu la règle. Ok, on sait qu'on est dans les headers. Est-ce que vous êtes là? Parce que là, c'est comme si je me parlais à moi-même. Réagissez un peu, je vais entendre deux, trois voix. Allô? Oui, on vous écoute. Allô? D'accord, On est là. comme ça, ça me rassure, ça me rassure. Ok. Alors, nous avons le header. On sait qu'on a le navbar. Ok, super. Alors, dans notre navbar, il faut qu'on puisse créer les éléments de notre menu ici. Pour créer ces éléments ici, d'abord, il faut arriver aussi à diviser les différents éléments qui se trouvent dans la navbar. On voit qu'on a un logo à gauche, on a un menu des éléments et puis on a des icônes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour les logos? On va le mettre dans un conteneur. Pour le mettre dans un conteneur, on va utiliser une div. On va mettre la balise img. Retenez que si vous voulez insérer une image, peu importe l'endroit dans votre site, on utilise la balise img. Donc là, comme on va insérer les logos, on va mettre la balise img. Mais jusque là, on n'a pas encore mis notre logo. Alors, nous allons supposer que notre logo sera dans un dossier img. Donc jusqu'ici, on va créer un dossier img qui va contenir les images. Et puis nous avons logo.png. Ça n'existe pas encore là, hein, mais on simule déjà. Ici,
Ça, lorsque vous insérez une image, il y a un attribut qui s'appelle SRC, ça veut dire source. Donc, il faut spécifier la source de votre fichier. Donc, c'est ici qu'il faut respecter ce qu'on appelle les schémas relatifs ou les schémas absolus. Donc, quand je fais ça, c'est les schémas relatifs. Donc, c'est sur base de l'emplacement de mon fichier ici que je vais aller chercher les logos. Mais si je voudrais avoir les schémas absolus, je vais vous montrer par exemple là. Si je fais PWD, ça c'est les schémas absolus de mon projet. Mais vu qu'on a dit que notre logo va se trouver dans le dossier IMG logo, ça veut dire que après, ça sera comme ça. Là, je mets les schémas absolus par rapport à son emplacement dans le système. Mais en faisant ça, je mets par rapport au schéma relatif. Donc, c'est un peu ça. Alors, après ça, l'attribut ici, c'est l'attribut alt. L'attribut alt vous permet de mettre un texte qui spécifie ou qui explique votre image. Là, je vais dire logo de mon site. C'est quoi son importance? Par exemple, si vous avez commis une erreur, par exemple, nous là, vu que notre fichier n'existe pas, c'est ce texte ici qui va afficher. Au-delà de ça, ça aide aussi les personnes malvoyantes parce qu'il y a des gens qui ne voient pas très bien mais qui utilisent Internet. Alors, leurs ordinateurs sont dotés des lecteurs. Lorsqu'ils amènent le pointeur, bon, ça lit des textes dans certaines zones. Lorsque ça va arriver sur votre image, même s'ils ne voient pas l'image, mais le texte qui est là, c'est ce qui sera lu. Donc, il faut prendre toujours ça en compte. Et c'est aussi important pour votre optimisation pour les moteurs de recherche pour un très bon référencement. Voilà. Alors là, on sait déjà qu'on va insérer notre logo là. Ici, il nous faut un bloc pour contenir les éléments de notre menu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser UL. Je vais vous expliquer pourquoi. On a combien d'éléments? 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Bon, ça, là, j'ai fait un peu de la magie. Pour qu'il me génère tout ça directement. Ok. Là, on a quoi? On a home. Après, on a about. Après, on a texte. Après, quoi d'autre? On a project. Et puis, contact. Ok, ça marche. On a placé les éléments de notre menu ici. L'autre partie qui vient maintenant, c'est la partie ici. On voit où il y a les icônes. Donc, nous allons mettre tout ça dans un bloc aussi. Vu que ce sont des icônes, ce sont des liens. Là, ce sont des icônes là pour ramener sur GitHub, Twitter et LinkedIn. Donc, nous allons mettre de liens vers ces réseaux-là. On peut tout simplement mettre, on a GitHub. Moi, par exemple, je peux mettre mon username là. On sait qu'on va mettre l'icône ici. Donc, l'icône, c'est aussi une image. Donc, je suppose que ça va se trouver dans les dossiers IMG, dans un autre dossier icône. Et ça va s'appeler github.png. Ici, je vais dire icône des, ou soit vu qu'on nous fait les trucs en anglais, GitHub icône. Ok, donc on va copier-coller la même chose pour
Twitter, vu que c'est X actuellement. Et puis ici, on va mettre X. Et X is icon. Et l'autre là, c'est LinkedIn. Donc, Ino. Super. Bon, soit je vais faire un mix anglais-français parce que ça peut envoyer d'autres personnes. C'est bon. Là, déjà, on voit que nous avons placé les différents éléments. Sauf qu'on n'a pas encore récupéré l'image. Je profite pour vous montrer aussi une astuce. C'est que là, à partir de Figma, je peux récupérer des éléments qui sont là. Par exemple, des icônes, des images et ainsi de suite. Donc là, je n'ai qu'à sélectionner. Il va me montrer son emplacement ici. Donc, je clique par exemple là. Je viens ici. J'exporte. Là, il a téléchargé. Vous voyez le fameux logo qui est là. Donc, si je rentre ici, je vais prendre les logos là. Je vais d'abord créer un dossier, comme on l'a dit, IMG. Je vais les renommer logo. Et puis, je le prends, je l'insère là. Oh, où est-ce qu'il est passé? Je l'ai mis nulle part. Voilà. Il est là. Donc, ce que je vais faire, là maintenant, si je clique, vous voyez, c'est bien. Ce que je vais faire maintenant, je vais exécuter mon projet. Donc, je vais rentrer dans les dossiers de notre projet qui est là. Je vais l'ouvrir avec Firefox. Vous voyez, là, on a quelque chose de comme ça, sans format et tout, mais au moins nos éléments sont là. Vous voyez, tous les quoi? Le alto se sont affichés parce qu'on n'a pas spécifié les images. Donc là, si je reviens ici, pourquoi il n'a pas mis les logos? J'actualise. Ok, donc il fallait vraiment spécifier. Point pour dire point, bon, à partir de la racine de ce dossier et tu vas chercher les logos dans les dossiers IMG et puis logo. Donc voilà, les choses se passent comme ça. C'est là, au fait, je profite que vous compreniez chaque étape. C'est là qu'on dit, oh, ah, j'ai un bug et tout. Au fait, tu vois, vous voyez par exemple là, j'ai enregistré, lorsque j'avais enregistré, on s'attendait de voir notre logo, mais ça ne s'est pas affiché. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai un bug. Les bugs, c'est ça, en fait, ce sont ces genres d'erreurs. Mais il y a aussi d'autres bugs qui sont vraiment de bugs autrement que ça. Mais ça aussi, c'est un bug. Donc là, quand tu résous ton bug et puis tu pars actualiser, tu vois que non, bah, tu as les résultats. Ok, parfait. Là, si vous regardez mon code, en tout cas, même si les résultats ne pas comme on l'attend dans la maquette, mais mon code, il est beau. C'est-à-dire, c'est propre, au fait. Les éléments sont très bien structurés. On sait, voilà. Je profite aussi pour vous expliquer un truc, les commentaires. Dans la programmation, il y a ce qu'on appelle des commentaires. Lorsque vous allez coder, vous allez mettre des commentaires. Les commentaires, son importance, c'est quoi? C'est d'expliquer ce que fait une partie de votre code. Ça permet aussi parfois de l'utiliser un peu comme des délimiteurs. Donc, vous voyez. Donc, ici, je peux dire, bon, si je mettais le commentaire en français, bon, je préfère le mettre en anglais. Start
header and header. Donc là, je spécifie que la partie header de ma page commence là et ça se termine ici. Ce qui fait que si un autre développeur vient maintenir mon code, il comprendra. Maintenir, ça veut dire qu'il continue peut-être à ajouter des fonctionnalités dans la même application que moi j'ai développée. Il va lire, il va comprendre que, ah, ok, là il y a le header. Si je veux changer le menu, je viendrai là. Donc c'est important. Super. Alors, qu'est-ce qui nous manque ici par rapport à tout ce qu'on a fait ici? Il nous manque les icônes des réseaux sociaux là. Donc, on va rentrer ici. On va essayer de les piocher. Oh. Où est-ce que je suis parti? Je vois plus rien. Pourquoi? Je sais même pas où est-ce que je suis. Oh, j'ai tout perdu ou quoi? Ok. D'accord. Nous rentrons là. Pour les icônes, nous faisons la même chose. Donc là c'est les groupes. Là c'est cette partie là. Lui c'est l'autre. Lui c'est l'autre. Ok. Donc je vais prendre celui-là. Je viens ici. Export vector. Je fais pareil pour les autres. Et pour l'autre aussi. Ah, il les exporte en SVG. Non, je le mets plutôt en PNG. Lui aussi, je le mets en PNG. L'autre aussi en PNG. Ok. Donc si je rentre là, vous voyez, on a tout ça. Je veux prendre tous ceux qui sont en PNG. Je les copie. Je rentre dans le dossier de notre projet, je les colle. Mais si vous regardez l'arborescence ici, comme on avait dit, donc ça va se trouver dans un autre dossier icônes. Donc là, je vais créer un dossier icônes. On avait dit pour Twitter, on va l'appeler X. Donc on a X. Pour LinkedIn, on va l'appeler LinkedIn. Pour GitHub, ça va être GitHub. Ok, on va les prendre tous. Oups. Et les déplacer dans le dossier icônes. Super, ils sont là. Alors, si on rentre ici, comme on a vu que de l'autre côté, ça nous avait fait le même problème. Ce que j'ai fait ici, c'est quoi? C'est que si vous voulez chercher des occurrences SAP, vous arrivez de vouloir modifier plusieurs choses au même moment. Donc là, il faut sélectionner les éléments où vous voulez cibler pour modifier. Donc après, vous faites CTRL. Si vous êtes sous Mac, il faut faire commande D. Si vous êtes sous Windows, vous faites CTRL D. Donc CTRL D, CTRL D, il va les chercher et puis là, je peux mettre directement point, comme on l'avait vu ici. J'enregistre, je rentre actualiser. Paf, vous voyez que nos icônes sont là. Parfait. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que il faut qu'on puisse, excusez, réadapter les designs. Donc, quand même que ça ait cette forme-là, parce que là, c'est comme ça.
Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va faire maintenant du CSS. Avant de pouvoir rajouter tous les éléments, on fait d'abord du CSS pour le menu, la navbar. Alors, lorsque vous travaillez, vous faites du HTML, vous avez trois façons de rajouter le CSS dans vos pages HTML. La première manière, c'est de faire le CSS ici en utilisant la balise style. Si je fais ça, lorsque vous faites le CSS, non, je prends d'abord la manière ici. La première manière, disons, bon, ça dépend, on peut appeler ça la première manière, c'est de faire le CSS directement dans une balise en rajoutant l'attribut style. Là, si je prends notre fameux header, si je regarde dans notre page, on a quand même deux espaces. Mais je pense que ces espaces ici sont un peu globaux pour toute la page. Ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que on va venir dans body, on va rajouter l'attribut style, on va dire margin. Est-ce qu'il y en a aussi au-dessus? Donc, on va dire margin left. On donne par exemple 5 rm. Et puis margin right 5 rm. J'enregistre. Vous voyez, jusque là notre page est comme ça. Si j'actualise, vous voyez, il a rajouté les espaces ici. Les espaces qu'il a rajoutés ici, c'est à gauche ici et à droite. Donc, ce que je fais là, la propriété margin left, c'est une propriété CSS. Ça vous permet de donner une marge. Margin, c'est en anglais, une marge à gauche. Left, c'est à gauche. Donc là, on dit dans notre page, dans notre body, donc dans toute notre page, nous aimerions avoir une marge à gauche et à droite. Pour voir que c'est à droite aussi, je peux venir ici dans les headers parce que le header, c'est un enfant de body parce qu'il est à l'intérieur des body. Je peux venir là, rajouter aussi l'attribut style. Je donne background color red. Background color, c'est aussi une propriété CSS. Les CSS, comme j'avais expliqué ce qui était dans mon groupe hier, c'est quoi ce que le CSS, c'est un peu comme lorsque vous faites du Word. Hein. Vous avez la possibilité de changer la couleur du texte. Là, si je mets ça en rouge, lui là, par exemple, je peux dire il a une arrière-plan comme ça. Vous pouvez changer de couleur. Vous pouvez, en fait, c'est un peu la mise en forme. Vous voyez, c'est un peu la mise en forme. Bon, pas un peu, mais c'est la mise en forme. Lorsque vous voulez mettre en forme votre page HTML, on utilise le CSS. Maintenant, il y a des propriétés qu'on attribue. Même ce qu'on fait ici, ça, ce sont des propriétés qu'on attribue à tous ces éléments. C'est la même chose ici. Ce que vous devez retenir, si vous allez être obligé de retenir les propriétés de base et d'autres propriétés au cas où ça vous échappe, mes chers, vous n'êtes pas une machine pour tout contenir ou retenir. Il y a l'internet qui est là. Vous avez peut-être oublié comment on met le background color. Vous entrez sur Google, comment mettre le background color en HTML. CSS ou en CSS par exemple. Bah, vous aurez les résultats. On vous dit la propriété est là et puis on vous donne un exemple. Donc c'est comme ça que le développement marche. Actuellement, en tout cas, on a l'IA. Nous qui utilisons l'IA, bon, on fait 2 fois. Mais vous, en tout cas, c'est déconseillé. Sinon, ça va vraiment, vous serez perdu. Donc, n'utilisez pas l'IA pour l'instant. Ceux qui vont arriver peut-être jusqu'à la fin, rappelez-moi au cas où peut-être j'aurais oublié. Je vais juste vous montrer peut-être comment est-ce que
vous pouvez utiliser l'IA pour les contenus. Peut-être générer du texte, générer, ouais, mais pas les codes pour l'instant. Si ça vous tente, participez à notre formation payante et vous allez apprendre davantage. Donc, c'est un peu ça. Là, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, on a mis les backgrounds des headers red. Pourquoi on a mis ça? On veut juste s'assurer que notre body donne aussi de l'espace à droite. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas enregistré. Ça aussi, ça arrive parfois. Tu te dis, mais j'actualise, ça ne marche pas. C'est parce que tu n'as pas enregistré. Ça fait mal aux yeux, mais on voulait. Non, je mets quand même quelque chose. Ah, je mets green. Parce que l'autre, on a fait. Et qu'est-ce que j'ai fait ici? Ok. Vous voyez, on a quelque chose de comme ça. Donc, on voit, ah, ok, la marge aussi, ça a été mis à droite. Donc, gauche, droite. Super. Mais vous devez savoir, par défaut, Body lui-même vient avec ses marges à lui. Souvent, ce qu'on fait, on le supprime. Là, je voulais vous montrer tout simplement comment est-ce que vous pouvez mettre des propriétés CSS dans une balise directement. Ok. À part le fait de le mettre dans une balise directement, j'enlève d'abord tout ce qu'on a fait ici. J'enregistre, j'actualise, tout est perdu. Vous pouvez mettre le propriété CSS ici dans les heads plutôt. Comme je vous avais dit, les heads va contenir des balises qui ne vont pas s'afficher dans le body, mais qui vont impacter, qui vont apporter des modifications et donner des informations supplémentaires sur votre page. Là, si on s'est dit qu'on reprenne ce qu'on venait de faire là, ce qu'on va faire, si vous voulez appliquer des propriétés pour une balise, il faut appeler cette balise-là. Donc, mettre le nom de la balise, vous mettez le parenthèse. Les accolades, hein? Les accolades, sorry. Vous mettez les accolades. Maintenant, c'est à l'intérieur ici que vous allez placer les propriétés que vous voulez appliquer sur votre balise. Par exemple, nous, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait donné un margin left de 5 RM. Je profite aussi pour vous expliquer les RM. Les RM, au fait, c'est un format de mesure. C'est une unité, désolé. C'est une unité de mesure en CSS. Nous en avons, il y a le RM, il y a le EM, il y a le pixel, il y a le pourcentage. Chaque unité est utilisée dans certaines propriétés et parfois pas. Tout dépend du contexte. Donc là, par exemple, pourquoi j'utilise RM? Souvent, lorsqu'on utilise RM, il sait très bien gérer la responsive parce que il va calculer lui-même automatiquement parce que tout ceci s'est traduit en pixels. Peu importe le truc que vous allez faire, ça va se traduire en pixels parce que votre écran, sa dimension, c'est en pixels. Ça va se traduire en pixels, mais ça sera calculé automatiquement par rapport à la taille de l'écran de l'utilisateur. Donc là, je lui dis que je mets 5 RM pour la margin left et pour la margin right, je veux faire pareil. Comme on avait fait, je rentre, j'actualise. Vous voyez, ça l'a fait. Alors, qu'est-ce qu'on avait encore Qu'est-ce qu'on avait encore fait? On avait donné le background au header. Donc, il faut appeler la balise header. Vous donnez les backgrounds. Donc, BG color. On avait donné green. Donc, il faut retenir quand vous appliquez, il y a propriété et valeur. Donc, quand vous mettez la propriété, vous mettez la valeur que vous voulez donner. Background color, c'est lorsque vous voulez changer la couleur de l'arrière-plan d'une balise. On utilise background color. Et vous mettez la valeur. Ici, pour les valeurs pour le background color, pour toutes les couleurs, retenez, parce qu'il y aura aussi la couleur de texte, les couleurs sur d'autres endroits. Pour tout ce qui concerne les couleurs,
pour mettre les couleurs, vous avez plusieurs possibilités de le faire. Soit mettre les noms de la couleur, si vous maîtrisez les noms de la couleur en anglais, vous la mettez. Soit vous mettez la valeur hexadécimale. Par exemple, si vous ne connaissez pas la valeur hexadécimale, si on rentre ici, on cherche sur Google le valeur hexadécimale. Qu'est-ce que je fais? De couleurs. Vous voyez, ça va vous les donner. Vous pouvez même utiliser d'autres outils qui vous donnent les couleurs. Même si on rentre sur notre Figma ici, vous allez voir que dans il y a des valeurs hexadécimales de couleurs de gauche à droite. Donc les valeurs hexadécimales, par exemple là, si je viens là, ils l'ont nommé. Si on vient là, vous voyez, il y a les valeurs qui sont là. Donc les valeurs hexadécimales, c'est un peu comme ça. Par exemple, si je veux mettre du rouge, je fais ça. C'est sa valeur hexadécimale. Donc, ce ne sont pas des choses que vous allez retenir par cœur. Vous allez juste comprendre comment est-ce que ça se passe. Quand vous avez besoin d'une couleur, pourquoi c'est casser la tête? Vous cherchez sur Google la valeur hexadécimale de telle couleur. Vous voyez? Donc, là maintenant, ça arrivera si vous travaillez peut-être avec un web designer. Il vous a fait la maquette. Il va vous fournir les différentes couleurs avec leurs valeurs. Et puis, ça vous facilite la tâche et vous avancez. Là, si je reviens à ce qu'on avait, si je mets green, je rentre, vous voyez, on a parfaitement comme on avait de l'autre côté. Donc ça, c'est la deuxième façon d'insérer le CSS dans une page HTML. La troisième façon maintenant, c'est de créer un autre fichier externe. Pourquoi? Parce que vous voyez, supposons que nous avons mis toutes les balises pour créer notre page ici. Ça fera que notre page sera très chargée. Du coup, rajouter aussi le CSS dans la même page, ça va faire en sorte que la page sera surchargée et les codes deviendront un peu illisibles. Donc, vous devez retenir lorsque vous écrivez les codes, c'est pour qu'on comprenne, même pour toi-même aussi, parce que lorsque tu vas revenir 5 ans, 2 ans, 3 ans sur le code que tu as écrit, tu dois comprendre ce que tu avais fait, parce que ton niveau sera déjà évolué. Alors, si tu avais déjà très bien fait les choses au début, ça te facilitera la tâche. En même temps, si vous travaillez en équipe, donc il faut faire en sorte que les codes soient lisibles. C'est pour cela ça fait qu'on sépare des éléments dans des fichiers et ainsi de suite. Donc c'est un peu ça. La troisième méthode, c'est de créer un autre fichier. Là, ce qu'on va faire, c'est quoi? Ce que je peux créer un fichier directement ici à la racine, style.css. C'est pas obligé de mettre les noms style. On aurait pu mettre aussi main.css ou fichier. Donc le nom ne dépend que de vous. Mais il faut donner un nom qui est parlant en fait. Donc on comprend ce que ça fait. Ok. .css. Là, ce que je vais faire, c'est quoi? Ce que je vais enlever tout ce qu'on a fait ici. Je vais plutôt couper pour ne plus réécrire. J'efface. Je rentre. Je réactualise. Vous voyez, on est revenu comme on avait. Et puis là, pour appeler maintenant un fichier CSS dans une page HTML, on utilise la balise link pour lier notre page à notre fichier CSS. Il y a aussi un attribut href pour lui indiquer là où il doit trouver notre fichier. Vu qu'ils sont au même niveau, c'est pour cela qu'on a mis ça comme ça. L'attribut rel ici, c'est tout simplement pour indiquer que c'est style. Donc, c'est les types des fichiers avec lesquels on fait le lien. C'est un fichier style sheet, donc CSS. Les CSS, c'est custom style. Oh, désolé. Excusez.
Là, on les spécifie que c'est un type de fichier, c'est une feuille de style. On enregistre. Bon, il n'y aura rien d'abord parce qu'on n'a rien mis ici. Si je colle tout ce qu'on avait fait là, j'enregistre et que j'actualise, vous voyez, paf, on a presque le même résultat. Donc, c'est un peu ça, les différentes méthodes pour insérer le CSS dans une page HTML. Là, maintenant, la meilleure méthode, on va garder cette méthode ici parce que notre code est très lisible. On va faire notre CSS ici. Alors, ce que vous devez retenir, je vais d'abord enlever les couleurs ici. Ce que vous devez retenir d'autre, c'est quoi? C'est que il y a d'autres éléments. Il y a une propriété qui s'appelle classe. Je vais vous expliquer les pourquoi. Je prends par exemple, dans notre UL, nous avons plusieurs LI. Les classes, au fait, allô, vous êtes là, ça fait longtemps, hein? Allô? D'accord, super, ça marche. Les classes, au fait, on les appelle les sélecteurs. Parce que en CSS comme en JavaScript, pour que CSS arrive à identifier un élément dans votre page HTML, il faut qu'il ait un nom. Soit vous pouvez utiliser les noms de la balise, mais si par exemple, supposons qu'on aimerait, je prends l'exemple, on a les LI, on a 1, 2, 3, 4, 5, on en a 5. Si je dis, j'aimerais appliquer des propriétés CSS sur la balise LI et je vais changer la couleur du texte. Donc, pour changer la couleur du texte en CSS, la propriété c'est color. Je vais mettre ça en rouge, red. J'enregistre. Je rentre ici, je colore et j'actualise. Oh. Ah ouais, je comprends pourquoi il n'a pas changé. Il a changé, vous voyez un peu le rouge ici, mais il n'a pas changé la couleur des textes tout simplement parce que les LI ici contiennent de liens. Les liens par défaut, ils ont leur couleur. Même si vous appliquez les couleurs sur leurs parents, ils gardent leur couleur par défaut. Les liens sont comme ça. Au lieu de parler de LI, je vais plutôt mettre A, vu que ils sont un peu insensibles parfois. Vous voyez que la couleur de texte des liens ont changé. Tout ont changé. Mais peut-être toi, tu avais besoin de changer juste la couleur des A ici. Mais quand tu mets A là-bas, il applique sur tous les A. Donc, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est que il faut donner un sélecteur à ta balise que tu veux appliquer les propriétés. Parmi les sélecteurs, nous avons les classes. Donc, il faut rajouter, là, je vais rajouter l'attribut classe. Je vais dire peut-être first link. J'enregistre. Je copie les noms de la classe. Si vous voulez appeler une classe dans CSS, il faut mettre point les noms de la classe. Parce que si... Ah, je vais mal écrire. First. Si j'avais mis ça, lui, il croirait que first link ici, c'est une balise. Vous voyez? Donc, si c'est une classe que vous voulez appeler, il faut mettre point le nom de la classe. Et vous mettez les accolades pour mettre les différentes propriétés que vous voulez appliquer à cet élément-là. Là, j'enregistre. Si je pars actualiser, paf, vous voyez, il n'y a que lui qui a changé les couleurs. Tous les autres là gardent leur couleur comme par défaut. Maintenant, si je rentre, je me dis, non, je veux aussi que le deuxième élément ait la même classe. Je vais seulement copier. Je mets, j'enregistre, j'actualise, paf. Vous voyez, lui aussi, il a la couleur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les sélecteurs.
Parmi les sélecteurs, nous avons des classes et puis nous avons des ID. Si je rajoute ID, je dis link 1, lui, link D. Ce que vous devez savoir sur les ID, c'est quoi? Les ID, c'est un peu comme un identifiant qui identifie un élément dans votre page HTML. Vous devez savoir que dans une page HTML, on ne peut trouver qu'un seul identifiant. Excusez, on ne peut pas trouver link 1 comme ça. Ça, c'est un bug, c'est une erreur. Ça ne se fait pas. Je crois que si même j'actualise, sur Chrome, souvent ça se fait, hein, il va me donner un warning. Ah, lui, celui-ci, il n'est pas vraiment. Je ne sais pas si ici, ça sera possible. Ah, lui non plus, il ne les fait pas. Mais sur Chrome, il va me donner un warning pour me dire que non, je vois qu'il y a des éléments qui ont le même ID. Ça ne se fait pas. Parce qu'il n'y aura que le premier élément qui aura les effets qui vont impacter. Là, je vais changer ça en link 2. Maintenant, la différence des ID et des classes, c'est quoi? C'est que les ID ont plus de priorités que les classes et les noms des balises tout simplement. On va faire un exemple. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, on enlève d'abord ça. On actualise, tout est normal. On va dire par défaut, tous les A vont avoir la couleur de texte green, vert. On actualise, vous voyez, tous les A ont la couleur de texte vert. C'est bon. On rentre. On va dire toutes les balises qui ont la classe first link vont avoir la couleur red. On enregistre, j'actualise. Vous voyez, vu que les deux links ici ont la classe first link, ça s'applique. Maintenant, qu'est-ce qu'on va rajouter? Je vais dire la balise qui a les ID link 1 va avoir la couleur yellow par exemple. Je rentre, j'actualise. Vous voyez, il n'y a que lui maintenant qui a yellow. Mais on pourrait se dire pourquoi ça n'a pas pris cette couleur ici, mais ça a plutôt pris l'autre parce que il a aussi la classe NIN. C'est parce que par ordre de priorité, les navigateurs priorisent ça, les ID par rapport aux classes. Donc, il va appliquer les propriétés d'où on a appelé les ID. Donc, c'est un peu ça. Les sélecteurs, vous allez les trouver vraiment régulièrement dans CSS et JavaScript. Donc, vous ne pouvez jamais s'en passer. Les classes et les ID. Donc là, on l'a fait. Maintenant, je pense que vous avez compris ces éléments-là. Avant d'avancer, est-ce que quelqu'un aurait une question ou quelqu'un qui n'a pas compris quelque chose que je peux réexpliquer? Je pense que tout est clair. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? Rapidement, parce qu'il nous reste à peu près 14 minutes. J'actualise, on revient à la normale. Je rentre ici, j'enlève tout ça. Ok, nous rentrons dans notre maquette. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Vu qu'on a placé tous les différents éléments, il faut qu'on les classe comme ça parce que vous voyez un peu, c'est disposé comme ça sur une seule ligne au lieu que ça soit horizontal comme ça. Donc, ce qu'on va faire, on va maintenant appliquer les propriétés CSS. Maintenant, pour faire du CSS d'une manière propre, on ne peut pas faire directement sur les balises. En fait, on pourrait se perdre un peu. Donc, on va donner de classes. Excusez. La classe ici qu'on va donner pour notre header, on va l'appeler main header. Notre navbar, on va l'appeler navbar. On va lui donner la classe navbar.
pour la div qui va contenir notre logo, on va l'appeler bread. Pour notre menu, on va l'appeler nav menu. Et puis, excusez, les logos et les items ce sont des éléments du menu, donc on va les appeler nav item. Je vais juste copier ça comme ça. Et puis le lien, on va les appeler le nav link. Les noms ici, vous pouvez vous poser des questions d'où je les tire. Bon, c'est juste en suivant la logique, mais aussi je suis un peu le standard de ce qui se passe sur presque chez tous les développeurs, et souvent dans des frameworks CSS, c'est recommandé, donc ils utilisent ces classes ici. C'est juste pour vous faire habituer à ça directement. Donc là maintenant, pour les icônes ici, on va leur contenant, on va lui donner une classe nav icons. On va laisser ça comme ça pour l'instant. Les classes qu'on a fait, ça va rien impacter parce qu'on n'a pas appliqué le CSS là-dessus. Ok. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? C'est que on va maintenant dire, on va prendre notre nav bar, on va dire, il faut que tu t'affiches en display flex. Tes éléments doivent être en display flex. Vous voyez? Déjà, ça nous donne cette disposition-là. On va faire la même chose pour les lits, donc le menu. Maintenant, il y a un truc que vous devez savoir, il faut aussi apprendre à respecter l'arborescence. Parce que ça peut qu'on puisse trouver une autre balise plutôt à l'intérieur de notre page quelque part, supposons ici, qui a aussi la classe navbar. Du coup, les propriétés qu'on va appliquer sur ça, ça va directement lui impacter. Mais si on suit l'arborescence, si par exemple là, on dit que non, on veut appliquer ces propriétés ici dans la navbar, mais qui est l'enfant de main header. Là, en tout cas, si une balise a la classe navbar, mais qui n'est pas à l'intérieur de main header, ce qu'on va faire là, ça va même pas lui concerner. Donc là, je fais ça comme ça pour suivre l'arborescence. Donc, genre pour dire que c'est un enfant de main header. C'est ce qu'on va faire un peu la même chose ici pour nav menu. Donc, on va dire nav menu qui est l'enfant de navbar. Navbar qui est l'enfant de main header. Lui aussi, on va lui dire, il va être en display flex. Pourquoi il me poste CSS? J'enregistre. Vous voyez, lui aussi, ces éléments sont classés linéairement. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? C'est que on va enlever un peu le petit point là parce que c'est pas important pour nous. Vu que c'est sur nav menu, on va lui dire liste, on va appliquer la propriété list style non. Ouais, donc on dit parce que c'est une liste, hein, comme M. Pongo, on l'avait expliqué au début, c'est que on a utilisé LUC, ça nous permet de créer des listes non ordonnées, des listes à puces ou des listes non ordonnées, parce qu'il y a des listes ordonnées qui étaient là dans notre première séance, ils savent de quoi on est en train de parler. Ok, maintenant on voit que les éléments sont classés horizontalement, mais sauf que ils sont pas espacés plutôt. Alors ce qu'on va faire, on va les espacer. Les espacements qu'on va faire, on va donner à chaque élément une taille, genre une largeur.
Excusez. Donc, on va commencer par nav menu. Par défaut, l'air container navbar a le 100% de la taille de main header. Main header a les 100% de body. Mais sur base de largeur qu'on a donné. Donc c'est en partant de là que le header a le 100%. Donc si on dit dans les 100%, ça représente les headers, nav aussi, il prend aussi les 100%, désolé. Ce qui fait que dans les 100% des navbar, les autres ici peuvent partager les 100% là pour qu'on puisse avoir quelque chose de bien espacé. On va dire dans le 100% bread ici, donc ça sera comme ça. Il va prendre, supposons, 20%. J'enregistre, j'actualise. Vous voyez, il y a de l'espace là maintenant. Et puis, il reste 80%, dont les autres ici doivent se partager. Si on regarde ici, ok. Lui là, il peut prendre à peu près, disons, 60%. Donc, on viendra là, on lui rajoute aussi la propriété width avec 60%. Si on actualise, paf, vous voyez, il a pris aussi la taille là. Mais ces enfants sont toujours en bloc. Il y a une propriété, je ne sais pas si je ne me trompe pas, qui s'appelle gap. Si je mets 4, non. Donc pour ces enfants, ce qu'on va faire, on va d'abord les placer à droite ici. Pour les placer à droite, il y a une propriété flex direction. On va dire flex direction. Sorry. Item content align non item align content plutôt. Align content. Désolé, hein, vous allez m'excuser parce que ça fait longtemps que moi je fais des histoires comme ça. J'utilise même plus le CSS. On va dire end. Si je me suis pas trompé, apparemment c'est pas ça. On va inspecter. Qu'est-ce qu'il dit? The flex wrapper, no wrapper property prevent adding content from having an effect. Non, c'est pas lui. Je crois que c'est justify content. Voilà, ok. C'est justify content. Désolé, hein. Donc, c'est comme ça aussi que vous allez commencer à faire. Parce que le code, on ne les retient pas et c'est avec le temps que tout devient naturel. Mais lorsque vous allez commencer à utiliser d'autres technologies qui, eux, vont commencer à générer les codes derrière, vous allez un peu perdre la main sur tout ça. Ok. On rajoute justify content, ça place notre élément à la fin. Il faut maintenant qu'on donne des espaces entre nos différents éléments. Donc là maintenant, on va prendre comme ça. On peut carrément mettre lit, mais je préférais qu'on utilise nav item pour mettre
donner soit une largeur ou carrément donner des espacements. Donc, on peut donner une largeur, par exemple, width, disons de 10%. Ça nous donne quelque chose de comme ça. Ça vient de plus en plus. Ok. Ou soit, au lieu de 10, on peut mettre 12. Ok. Ça devient quand même passable. De l'autre côté, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour les icônes? On va aussi les espacer un peu. Donc, on va prendre ça. Et ici, qu'est-ce qu'on avait donné? C'était nav icons. Vu que ce sont de liens, on va dire que les A qui se trouvent dans nav icons, ils vont avoir une marge left de 3 RM par exemple. C'est beaucoup. Hein? C'est pas ça. Je sais pas pourquoi il y a le point ici, mais ça c'est... Attends, ici je mets color red. Qu'est-ce que ça donne? Je sais pas d'où vient ces tirés. Oui, il y a quelque chose que je dois rajouter quelque part ici qui ne se voit pas. Mais bon, je vais les cacher carrément. Bon, je vais juste donner... Sûrement, il y a un truc avec ces images-là. Je vais donner juste la couleur du texte en blanc pour que les trucs là, ça ne s'affiche pas. Ok. Là, maintenant, on a nos icônes aussi qui sont là. On va changer la couleur du texte ici. Parce que si on regarde là, la couleur du texte, c'est un peu du gris. On peut même quand même piquer ça. Si on vient là... Ok, voilà la couleur de ces textes. Donc, on les copie. On vient ici dans nav item. Dans nav item, vous devez savoir que nous avons les nav link. Ça peut arriver que l'arborescence devient un peu très long, mais vu qu'on sait que déjà il y a le header, donc on peut couper aussi en partant de là. Pour dire que nav link, nous allons donner la couleur 6. Si on rentre, on actualise, vous voyez, ça prend la couleur. Il faut maintenant qu'on enlève les soulignements parce que par défaut, tous les liens ont le soulignement en bas là. Pour enlever ça, on utilise la propriété text decoration. On va dire none, qui puisse pas décorer le texte avec ces trucs là. Du coup, il enlève. Vous voyez, il a enlevé. Ok, donc on a déjà, ça commence à viendre, à prendre un peu forme par rapport à ce qu'il y a là. Et puis, ce qu'il faut faire maintenant, c'est changer aussi la police. On va voir quelle est la police qu'ils ont utilisée ici. C'est celui-là. Est-ce qu'on en a? Ils ont utilisé matériel design.
Nous, on va essayer de mettre une autre police tout simplement. Parce que la police, là, il faudrait qu'on puisse les télécharger. Donc, pour mettre la police, la propriété, c'est Font Family. On va essayer Poppins. On va voir ce que ça va donner. Ça n'a rien impacté. On va essayer Montoya. Soit par exemple l'autre là. Non, pas lui. On va essayer de faire du Poppins. On va importer ça. Parce que vous devez savoir, pour les polices, vous pouvez utiliser les polices par défaut. Mais parfois, on importe les polices depuis d'autres sources. Là, par exemple, on va venir prendre ça chez Google. Parce que Google a Google Fonts pour les polices. Là, on va prendre... non, mais c'est pas Roboto que nous, on veut. On veut Poppins. Ok, c'est comme ça qu'il est ou quoi? Bon. On va faire get. Pour utiliser les polices de Google Fonts, je vous explique, il faut aller sur font.google.com. Il y a des icônes, il y a aussi des polices de texte. Là, par exemple, ici, on aimerait utiliser Poppins, mais je préfère qu'on prenne un Roboto. Vous pouvez chercher votre police là. Par exemple, si on cherche Roboto, il affiche. Vous venez là, vous faites Get Font. Si votre truc est en français, il va l'afficher aussi en français. Ici, vous pouvez soit télécharger ça ou soit importer ça par embed. Vous voyez, il vous montre même les codes que vous devez rajouter dans votre fichier HTML. Donc, nous, on va copier ça. On va venir ici, dans les aides, avant notre CSS, on rajoute le lien vers les polices de Google. Vous devez savoir, lorsque vous faites ça, donc vous êtes connecté à Internet parce qu'il va chercher ces fichiers-là sur Internet. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on peut rajouter ceci. Ah oui, il a pris aussi Poppins. On va enlever Poppins, on va juste rester avec un Roboto. Pourquoi il a sélectionné 3 polices, 3 fonds de famille? On va enlever ça. On va enlever ça aussi. On va rester qu'avec ça. On copie ça, on vient remplacer. Et puis, Roboto class for a variable CSS. Bon, nous, on n'en a pas vraiment besoin. On rajoute ça au-dessus de notre fichier HTML. Et ça, c'est lorsqu'on utilise le variable et tout, lorsqu'on utilise par exemple le SAS. Mais je crois qu'à partir d'ici, si je mets font family, je mets en Roboto sans serif. Ça, c'est le nom de la police qu'on vient d'importer là. Donc, vu qu'on l'a importé, on peut l'utiliser. On met ça serif, pourquoi? Parce qu'au cas où peut-être la police là, l'importation n'a pas bien marché, il va prendre la police par défaut. Donc là, on enregistre, on actualise, paf, vous voyez, il a pris Roboto. Donc, c'est devenu un peu potable. Alors, je pense que pour aujourd'hui, on peut s'arrêter là. Vous-même, vous voyez que ça prend déjà la forme par rapport
à notre maquette qui est là. Et je préfère qu'on en s'arrête là et puis nous allons continuer la suite demain où on va vraiment prendre le temps dans la prochaine séance. On va directement finaliser, on va attaquer, on va plus faire des théories. Bien sûr, il y aura des gens qui devront présenter ce qu'ils auront fait, mais on va continuer directement jusqu'à finir notre portfolio. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions? Il y a des gens qui n'ont pas compris, il y a quelqu'un a une préoccupation et tout. Beaucoup de gens nous ont quittés, hein. Ils vont suivre la vidéo, la rediffusion. Ah, je pense qu'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de préoccupation. Merci. Nous avons déjà préparé toutes les autres vidéos. On va prendre aussi celle-ci, on va le publier demain carrément. Donc voilà, merci pour votre participation. Les travaux pratiques à faire, c'est de continuer maintenant les portfolios. Continuez à finaliser les portfolios par rapport à ce que vous avez appris aujourd'hui et par rapport à ce que vous allez apprendre dans les différentes ressources que nous vous avons partagées. Donc c'est un peu ça, merci beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée. Merci, merci coach. Ok, merci, bye.